Bonjour et bienvenue dans ce cours. Nous allons aujourd'hui aborder la structuration des organisations selon Henri Mintzberg. Au sommaire, l'œuvre de Mintzberg, les paramètres de conception de l'organisation, les facteurs de contingence et enfin les configurations organisationnelles selon Mintzberg. Né en 1939 et professeur de management à l'université McGill à Montréal au Canada, Henri Mintzberg est aujourd'hui considéré comme l'un des plus riches théoriciens des organisations. Ses travaux de recherche sur le management et les organisations peuvent être sommairement structurés autour de trois axes complémentaires. L'analyse du rôle des managers, l'élaboration de la stratégie des entreprises et la structuration des organisations, points que nous abordons dans ce cours. Le style alerte et très pédagogique de Mintzberg et la profondeur de ses analyses ont contribué à une très large diffusion de ses recherches. Ses travaux sur la structure des organisations ont été publiés dans un ouvrage qui a fait date, Structure et dynamique des organisations, paru en 1982. Traduction de son livre The Structure of Organizations, paru en 1978. Le concept de structure est défini comme la somme totale des moyens employés pour diviser le travail en tâches distinctes et pour ensuite assurer la coordination nécessaire entre ces tâches. Suivant Mintzberg, on ne peut pas à proprement parler de l'organisation en général, car il existe selon lui une grande diversité d'organisations. Son essai de classification des organisations s'est concentré d'une part dans la perspective des structures, puis d'autre part dans celle du pouvoir tel qu'il se constitue. Henri Mintzberg propose une modélisation du fonctionnement organisationnel à partir de six parties de base. Le sommet stratégique, il représente l'organe de direction de l'entreprise et d'élaboration de sa stratégie. Il permet d'avoir une vue d'ensemble du système organisationnel. La ligne hiérarchique. Elle correspond à une hiérarchie d'autorité composée de managers qui sont en réalité des cadres opérationnels, chargés d'animer des équipes de travail directement productives. La ligne hiérarchique assure la coordination entre le sommet stratégique et le centre opérationnel. Le centre opérationnel, il constitue la base de toute organisation au sein de laquelle on trouve ceux qui effectuent le travail directement productif. La technostructure, elle est composée d'analystes, d'experts composant en quelque sorte le staff de l'entreprise réalisant des activités dites indirectement productives. La plupart des cadres fonctionnels tels que des analystes financiers, marketing, informaticiens, etc. se trouvent dans la technostructure. Par exemple, la direction des ressources humaines a bien une fonction d'aide à la décision et de conseil interne auprès du sommet stratégique en élaborant des méthodes et des outils d'animation et de gestion des hommes qui seront proposés à la ligne hiérarchique, c'est-à-dire aux managers d'équipe de travail. Le support logistique, il fournit différents services internes à l'organisation qui peuvent aller d'une cafétéria à un service postal ou à un service d'entretien des locaux. L'idéologie de l'organisation. Ce concept est très proche dans l'esprit de Mintzberg du concept de culture d'entreprise. L'idéologie se nourrit des traditions, des normes et des valeurs dominantes, des croyances de l'organisation, etc., c'est-à-dire tout ce qui la distingue d'une autre et qui insuffle une certaine existence à la structure organisationnelle. Pour Henri Mintzberg, toute activité humaine, de la création d'une poterie à l'envoi d'un homme sur la Lune, donne naissance à deux besoins fondamentaux et contradictoires. La division du travail entre différentes tâches et la coordination de ces tâches pour accomplir une activité. Dans cette optique, il distingue des mécanismes de coordination par lesquels les organisations peuvent coordonner leur travail. L'ajustement mutuel. Il consiste à réaliser le travail par le biais d'un simple processus de communication informelle, comme par exemple entre deux employés au niveau opérateur. La supervision directe. Elle réalise la coordination du travail par l'intermédiaire d'une seule personne qui donne des ordres et des instructions à plusieurs autres qui travaillent en interrelation. Par exemple, un patron explique à ses employés ce qu'ils doivent faire étape par étape.
La standardisation des procédés de travail. Elle réalise la coordination en spécifiant les procédés de travail de ceux qui doivent effectuer des tâches intermédiaires. Ces standards sont habituellement établis au niveau de la technostructure pour être exécutés au niveau du centre opérationnel. C'est par exemple le cas du bureau des méthodes dans l'organisation scientifique du travail. La standardisation des résultats. Elle assure la coordination du travail en spécifiant les résultats des différents types de travail. Les standards sont établis par la technostructure, comme c'est par exemple le cas de la direction financière, qui spécifie les objectifs de vente à atteindre à une unité opérationnelle. La standardisation des qualifications et du savoir. Elle effectue la coordination des différents types de travail par le biais de la formation spécifique de celui qui exécute le travail. Par exemple, un chirurgien et un anesthésiste du même bloc opératoire se répondent presque automatiquement dans le cadre de procédures standardisées. La standardisation des normes. Dans ce cas, ce sont les normes qui dictent le travail. Celles-ci sont contrôlées et en règle générale sont établies pour l'organisation dans sa globalité, de sorte que chacun travaille à partir d'un même ensemble de données ou de croyances. C'est par exemple le cas en ce qui concerne les ordres religieux. Ces 6 mécanismes de coordination peuvent être considérés comme les éléments les plus fondamentaux de la structure. Mintzberg considère que ces mécanismes constituent le ciment qui tient toutes les pierres de la bâtisse de l'organisation. Au fur et à mesure que le travail devient plus compliqué, les moyens favoris de coordination semblent passer de l'ajustement mutuel, mécanisme le plus simple, à la supervision directe, puis à la standardisation des procédés de travail ou des normes, mais aussi des résultats ou des qualifications. Selon l'auteur, il n'existe pas d'organisation qui n'emploierait qu'un seul de ces mécanismes de coordination. L'ajustement mutuel et la supervision directe sont les mécanismes les plus courants dans les organisations contemporaines. Les paramètres de conception de l'organisation. À travers ses recherches sur les structures d'entreprise, Henri Mintzberg insiste sur l'idée que l'essence de la conception organisationnelle se trouve dans une série de paramètres qui déterminent la division du travail et la réalisation de la coordination. Certains de ces paramètres concernent la conception des postes, d'autres la conception de la superstructure, c'est-à-dire le réseau de sous-unités qui apparaît dans l'organigramme. Finalement, il distingue un certain nombre de paramètres de conception de l'organisation. La spécialisation du travail, elle prend en compte le nombre de tâches qui composent un travail donné et le contrôle qui est exercé sur ces tâches. La formalisation du comportement, elle est liée à la standardisation des procédés de travail en imposant les instructions opérationnelles, la description du travail, les règles et le règlement. On considère comme bureaucratique une structure qui repose sur une forme de standardisation et organique dans le cas contraire. La formation, elle consiste en l'utilisation de programmes d'instruction formalisés qui établissent et standardisent chez ceux qui les suivent les qualifications et les connaissances requises pour faire un travail dans une organisation. La formation est un paramètre de conception clé concernant les organisations que Mintzberg qualifie de professionnelles. L'endoctrinement, ce processus repose sur les programmes et les procédures par lesquelles les normes des membres d'une organisation sont standardisées de façon à répondre à ses besoins idéologiques et à constituer la base de référence pour la prise de décision ou l'exécution d'une action. Le regroupement en unité, il s'effectue en fonction d'une base de regroupement. Il existe différentes bases de regroupement par produit, par client, par processus de travail, par zone géographique, etc. En fait, elles peuvent souvent être réduites à deux types fondamentaux, le regroupement par fonction et le regroupement par marché. La taille des unités de travail. Cela pose pour Mintzberg la question du nombre de postes. Les systèmes de planification et de contrôle. Ils sont surtout développés au sein des organisations de grande taille. La décentralisation, elle concerne principalement la diffusion du pouvoir de prise de décision. Ces paramètres de conception
sont importants car ils sont déterminants en ce qui concerne la structuration de l'organisation. Les facteurs de contingence. Au même titre que les paramètres de conception, les facteurs de contingence influencent le choix final de la structure organisationnelle. Pour ce faire, Mintzberg identifie 4 facteurs de contingence essentiels. L'âge et la taille de la structure. Plus une organisation est ancienne, plus son comportement risque d'être formalisé. En effet, une organisation qui vieillit tend à répéter ses comportements et donc à devenir plus prévisible et plus facile à formaliser. En outre, plus une organisation est de grande taille, plus sa structure est élaborée et son comportement formalisé. Cela signifie également que les tâches seront davantage spécialisées, que les unités de travail seront différenciées et que sa composante administrative sera développée. La structure d'une organisation reflète donc l'âge de la fondation de son activité. En effet, celle-ci peut être en conformité avec l'époque industrielle de sa création. Le système technique, il s'intéresse aux procédés développés au niveau du centre opérationnel pour produire les biens et les services. En règle générale, plus le contrôle du travail des opérateurs est important, plus le travail opérationnel est formalisé et bureaucratique. En outre, un système technique développé implique de posséder une fonction de support logistique élaborée et qualifiée. L'environnement, il représente les caractéristiques du contexte extérieur de l'organisation, c'est-à-dire les marchés, les conditions économiques, le climat politique, etc. En règle générale, plus l'environnement est dynamique, plus la structure est organique. Dans une telle optique, l'organisation ne peut se standardiser, elle doit au contraire devenir très flexible au moyen de l'ajustement mutuel pour assurer sa coordination, ce qui conduit à une structure plus organique au sens de Burns et Stalker. Le degré de décentralisation de la structure est étroitement lié à la complexité de l'environnement de l'entreprise. La première raison qui amène une organisation à se décentraliser, c'est lorsque toutes les informations nécessaires à une prise de décision ne peuvent être réunies par une seule personne. Par ailleurs, une organisation ayant des marchés diversifiés a tendance à se scinder en unités organisées sur la base de ces marchés, que l'on qualifie souvent de divisions, dans la mesure où les économies d'échelle le permettent. Une hostilité extrême de son environnement peut conduire une organisation à centraliser sa structure de façon temporaire. Dans ce cas de figure, elle aura tendance à centraliser son pouvoir en retenant parmi les moyens de coordination le plus rapide et puissant, la supervision directe. Dans un tel cas, seul le leader de l'organisation peut assurer une réponse coordonnée, rapide et puissante à la menace. Le pouvoir. Il constitue le quatrième facteur de contingence. En règle générale, plus le contrôle externe de l'actionnariat s'exerce sur l'organisation de manière importante, plus la structure de l'organisation est centralisée et formalisée. Cette idée montre qu'avec un contrôle extérieur, une organisation tend à centraliser le pouvoir au niveau du sommet stratégique et à formaliser son comportement. En définitive, ces facteurs de contingence constituent de véritables déterminants de la structure organisationnelle. Ces déterminants tels que l'âge, la taille, le système technique, le pouvoir ou encore le mode de coordination des activités dominants sont des éléments de structuration de l'entreprise ou de l'organisation. Les recherches réalisées par Mintzberg en matière de structure et dynamique des organisations, 1982, l'ont conduit à suggérer une théorie et une approche par les configurations de la structure des organisations. Suivant cette logique de recherche, il a identifié 7 configurations structurelles aux différents modes de coordination. La structure simple. Elle désigne une organisation entrepreneuriale. Ces organisations sont sous l'autorité ferme et personnelle d'un leader et sont souvent à la base des histoires les plus fantastiques sur la création des grands empires. Elles sont le lieu où la vision stratégique d'un dirigeant se manifeste avec le plus d'intensité.
Il s'agit d'une structure généralement de petite ou de moyenne taille, informelle, flexible, au sein de laquelle la ligne hiérarchique reste peu développée. Son environnement peut être qualifié de simple mais dynamique et concurrentiel. Le leadership est parfois de type charismatique et le mode de formulation de la stratégie dépend de la vision du dirigeant et peut être relativement flexible et adaptatif. Dans cette configuration, les décisions concernant à la fois la stratégie et les aspects opérationnels tendent à être concentrées dans le bureau du dirigeant. Cette centralisation présente l'avantage d'enraciner les réponses stratégiques dans une profonde connaissance des opérations. En effet, le leadership prend le pas dans la configuration entrepreneuriale, ce qui peut être aussi très risqué car tout repose finalement sur une seule personne, le propriétaire dirigeant. La bureaucratie mécaniste. L'esprit de la bureaucratie est de créer une voie et de rester sur celle-ci en s'assurant que tout ce qui peut en résulter a été voulu. Ce qui veut dire que le terme bureaucratie est utilisé ici dans le sens de chercher à rendre tout prévisible. Cette configuration se caractérise par des procédures formalisées, un travail spécialisé, une division du travail accentuée, une ligne hiérarchique développée et un regroupement des activités en unités ou en fonctions. La technostructure constitue la clé de voûte du système. Elle est chargée de standardiser les procédés de travail. Elle est clairement séparée de la ligne hiérarchique et est composée de spécialistes chargés de concevoir, pour l'essentiel, des procédures de travail. Les bureaucraties mécanistes évoluent en général dans un environnement simple et stable. Il s'agit le plus souvent d'usines et d'unités de production industrielle de grande taille, relativement âgées. Le travail est rationalisé et le contrôle externe exercé par les actionnaires est assez fort. Cette configuration est adaptée à la production de biens et de services de masse, s'appuyant sur la recherche d'économies d'échelle, mais aussi dans des administrations et des entreprises de contrôle et de sécurité. Le processus d'élaboration de la stratégie s'appuie sur une logique de planification et de programmation stratégique. Suivant cette logique d'action, ce sont des organisations à la recherche d'efficacité, d'efficience et de précision. Néanmoins, cette configuration semble peu propice à l'innovation et à l'adaptabilité à des changements. La structure divisionnelle. Elle se caractérise avant tout par une structuration par des divisions fondées sur le marché, couplées de manière très souple avec le contrôle du centre administratif du siège. Les divisions sont autonomes dans la conduite de leurs activités, mais restent soumises au système de contrôle des performances qui entraîne une standardisation des résultats. Cette forme structurelle est adaptée à des marchés diversifiés, particulièrement en ce qui concerne les produits et les services. Le siège définit la stratégie du groupe sous la forme de la gestion d'un portefeuille d'affaires. Les divisions définissent leur propre stratégie. La structure divisionnelle constitue une solution à certains problèmes de management stratégique, tels que la répartition des risques économiques et financiers, l'adaptation des produits par pays, la suppression d'activités, etc. Cependant, la diversification du conglomérat peut être coûteuse et décourager l'innovation. Les entreprises partenaires et indépendantes peuvent parfois être plus rentables que des divisions. La bureaucratie professionnelle. Cette structure est bureaucratique bien que décentralisée, dépendante de la formation de standards de qualification de beaucoup d'opérateurs professionnels. La clé du fonctionnement réside dans la création d'un système de classement des emplois à l'intérieur desquels les professionnels peuvent travailler de façon autonome, en étant sujets au contrôle de leur profession. Par exemple, les médecins ou les chirurgiens au sein d'un hôpital doivent respecter les ordres de leur profession. Ces organisations évoluent dans un contexte qui se caractérise par un environnement complexe, mais relativement stable. Plusieurs stratégies peuvent être adoptées par jugement professionnel et par choix collectif. Certaines par autorisation administrative. Cette configuration présente l'avantage d'offrir aux acteurs davantage de démocratie et d'autonomie,
mais des problèmes de coordination entre les différentes catégories de personnel peuvent se poser. L'organisation innovatrice ou l'adhocratie. Selon Milsberg, la structure innovatrice est une adhocratie, c'est-à-dire une organisation plate, fluide, organique et décentralisée. Cette structure est composée d'experts fonctionnels répartis en équipes pluridisciplinaires, de spécialistes de fonctions de support logistique, d'opérateurs et de managers pour réaliser des projets innovants. La coordination est réalisée par ajustement mutuel entre les salariés et les managers, qui ont avant tout une fonction d'intégration des hommes au sein des différents projets. En règle générale, l'environnement de ces entreprises est complexe et dynamique, comprenant les technologies de pointe, les changements fréquents de produits dus à une concurrence sévère, des projets temporaires. Cette organisation est jeune, relativement instable et reste susceptible de connaître de fortes évolutions en fonction des circonstances de marché notamment. La stratégie des configurations endocratiques est pour l'essentiel une stratégie émergente dans le sens où elle repose sur les capacités d'apprentissage de ses dirigeants. Il existe une grande diversité de processus partant de la base jusqu'au sommet stratégique permettant d'adapter la stratégie aux circonstances et à la demande. La structure innovatrice repose sur un système démocratique et d'expression des acteurs, souvent très qualifiés, et cherche à limiter tant que possible la bureaucratie en son sein. Il s'agit d'une organisation efficace en termes d'innovation, de capacité d'adaptation au changement. Néanmoins, des problèmes humains peuvent se poser en son sein, provenant de l'ambiguïté et des risques liés à une trop forte concentration d'experts à forte personnalité. L'organisation missionnaire ou idéologique. Pendant longtemps, Henri Milsberg a fait état de l'existence de 5 configurations de base. Depuis 1989, il a ajouté 2 autres configurations visant à compléter sa typologie des structures. L'organisation missionnaire repose avant tout sur une idéologie dominante, c'est-à-dire sur un système de valeurs, de normes et de croyances auxquelles adhèrent tous les acteurs. Ce système idéologique se substitue aux standards et procédures que l'on peut trouver par exemple au sein des structures mécanistes ou professionnelles. L'organisation missionnaire prend son origine dans le sens d'une mission associée à un leadership charismatique, développé à travers des traditions et renforcé par un processus de ritualisation et d'identification. Suivant la pensée de Milsberg, l'idéologie existe dans toutes les organisations, mais dans ce cas de figure, elle est véritablement dominante. La mission est claire, explicitée, concentrée et porteuse d'inspiration. Le mécanisme de coordination des acteurs est la standardisation des normes qui renforce la sélection, la socialisation et surtout l'endoctrinement des membres. Parfois, un puissant contrôle normatif peut s'exercer sur les membres de cette organisation. Il s'agit le plus souvent d'associations qui reposent sur une forte mobilisation de leurs membres afin de promouvoir une mission et un projet donné. Cette forme de structure présente l'avantage d'être mobilisatrice et impliquante pour ses membres, mais peut, dans certains cas, conduire à l'isolation vis-à-vis de l'environnement, ainsi qu'à des risques d'assimilation à l'autre pouvant se traduire par des pertes de personnalité dans des cas extrêmes, comme par exemple les sectes. L'organisation politique. C'est la seule organisation transitoire suivant Milsberg. Elle désigne une organisation temporairement en crise et confrontée à un conflit ouvert tel que par exemple une grève. Au sein de chaque configuration, on peut observer une activité politique des membres cherchant à exercer une influence sur les autres. En effet, il semble qu'au sein de chaque organisation humaine, la politique existe et constitue un moyen de pouvoir techniquement illégitime, exercé le plus souvent dans un intérêt personnel, résultant d'un conflit où les individus utilisent des forces divergentes. Concrètement, cela peut s'exprimer à travers des jeux politiques qui tantôt coexistent, tantôt s'opposent ou encore se substituent au système légitime de pouvoir. La politique se présente généralement comme une sorte de vernis sur l'organisation traditionnelle, mais peut parfois être assez puissante pour créer temporairement et en période de crise sa propre configuration.
Les notions traditionnelles de coordination et d'influence sont alors remplacées par le jeu d'un pouvoir informel. Le conflit persiste, devient envahissant pour donner naissance à l'organisation politique qui peut avoir, dans certains cas, des effets favorables à la négociation et au changement. En effet, une organisation devenue politique peut être l'occasion d'impulser un changement durable, des bouleversements importants et des innovations. Cela peut aussi conduire à des situations bloquées qui vont alors conduire au durcissement du conflit ouvert. En guise de conclusion, l'approche des configurations de Milsberg montre la très grande relativité des structures d'entreprise par rapport à des paramètres complexes tels que l'environnement, la technologie, la stratégie, etc. Les travaux de Milsberg et sa théorie sur la structuration des organisations ont connu un véritable retentissement à partir des années 80 au sein du monde des affaires et des écoles de management. Milsberg considère les organisations du point de vue de leur structure et de leur dynamique. Il envisage les jeux de pouvoir comme des coalitions internes et externes dans lesquelles différents joueurs, appelés détenteurs d'influence, cherchent à contrôler les décisions et les actions entreprises. Actuellement, les travaux sur la structure des entreprises sont encore dominés par une vision contingente des organisations. Parmi les chercheurs contemporains, Henri Milsberg cherche à avoir une conception plus synthétique. D'autres travaux de recherche, comme ceux de Michael Porter dans le domaine de la stratégie d'entreprise, adoptent une approche contingente analogue au sens où ils recherchent la performance des entreprises par une meilleure adaptation aux caractéristiques de leur marché et de leur environnement concurrentiel. En définitive, les théoriciens de la contingence ont démontré que le concept de différenciation des activités, c'est-à-dire une conception plus ou moins rationnelle de l'organisation, et de l'autre, la notion d'intégration des personnes, à savoir la manière dont leur coordination et leur implication seront réalisées, constitue finalement un des rôles les plus fondamentaux de la structuration des organisations et du management des hommes. Merci pour votre attention, n'hésitez pas à commenter cette vidéo et à poser vos questions.